Bonjour à toutes et à tous. Alors, ceci constitue notre dernière vidéo sur tout le programme que nous avons parcouru ensemble de chimie inorganique à votre profit, vous, les étudiantes et les étudiants de deuxième année, classe préparatoire. Alors, on y va. Donc, je vous rappelle juste où on en était à la fin de la première séance de ce cours, c'est-à-dire à l'allure générale des courbes IE pour un couple redox. Donc, nous avons ici, pour I égale à 0, le potentiel de Nernst. Ensuite, vous avez la branche anodique, c'est-à-dire l'oxydation, la nature de l'électrode, donc le métal, que constitue l'électrode. Puis vous avez la branche cathodique, là où a lieu la réduction. Donc, on avait dit que ces courbes intensité-potentiel dépendent d'un certain nombre de facteurs, entre autres du transfert de charge, du transfert de matière, de la nature du solvant, nous le verrons ensemble, et de la nature en elle-même de l'électrode. Donc, nous allons regarder tous ces paramètres et nous allons commencer par le transfert de charge. Alors, quand nous avons une courbe intensité potentielle pour un coup, grâce à cette courbe, je peux voir si le transfert de charge est limitant, si c'est lui qui est lent. Alors, pour cela, je vais donner l'exemple du couple Fe3+, Fe2+. Et ensuite, du couple arsenic 5+, arsenic 3+. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, regardons l'indexation de ces courbes. Donc, pour le couple du fer 3+, Fe2+, vous avez le potentiel de Nernst ici, pour I égale à 0. L'oxydation du fer 2 en fer 3 sur électrode de platine, puisque aucun des partenaires du couple n'est un métal. Et vous avez la réduction, donc il vous suffit bien sûr de renverser la flèche, d'accord? La réduction de Fe3+ en Fe2+. Alors, le transfert de charge, où, à quel niveau nous pouvons l'observer? Nous l'observons pour les I faibles, c'est-à-dire si je suis à l'équilibre thermodynamique, donc je suis là pour I égale à 0, et que j'impose un potentiel d'oxydation même faible, donc on impose une surtension même faible, eh bien, vous voyez que l'intensité de courant est très élevée. C'est-à-dire que le transfert de charge se fait extrêmement rapidement. Regardez pour le couple de l'arsenic. Ici, c'est le potentiel de Nernst de ce couple. Donc, à I égale à 0, nous sommes à l'équilibre et maintenant nous allons faire de l'oxydation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons imposer un potentiel supérieur à ce potentiel d'équilibre. Logiquement, si on est ici, E est supérieur à E équilibre, l'oxydation devrait commencer. Donc, les électrons, le transfert de charge aurait dû avoir lieu et donc on aurait dû avoir de l'intensité de courant. Mais vous le voyez bien, nous avons une intensité de courant nulle. Et en fait, il faut appliquer une surtension minimale, que je vais vous montrer tout de suite ici, une surtension anodique minimale pour déclencher le transfert de charge. Donc, déclencher le courant, l'intensité de courant. Regardez que si on fait la même chose pour la réduction, c'est-à-dire qu'à partir du potentiel d'équilibre, j'impose un potentiel inférieur, eh bien, j'ai aussi une petite surtension cathodique, c'est-à-dire qu'il faut que j'impose une surtension cathodique minimale afin de déclencher le transfert de charge. Donc,
la surtension anodique minimale qu'il faut appliquer et cathodique minimale qu'il faut appliquer ne sont pas forcément égales pour le même couple. Vous voyez que pour le couple de fer, ces surtensions anodiques minimales et cathodiques minimales sont nulles. Il suffit juste d'être à un potentiel différent du potentiel de Nernst. Nous disons donc que le couple Fe3+, Fe2+, est rapide et que le couple A arsenic 5+, arsenic 3+, est lent. Donc voici ce qui peut changer pour les courbes intensité potentielle au niveau du transfert de charge. Passons maintenant. Alors, regardons cet exemple. Donc, je reprends l'exemple de mon couple Fe3+, Fe2+. Nous sommes d'accord que ce couple est rapide, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas ici de surtension cathodique, anodique minimale ou cathodique minimale afin de déclencher le transfert de charge. Donc, on n'a plus de problème au niveau du transfert de charge. Si on impose des potentiels de plus en plus importants, l'intensité de courant est de plus en plus importante. Jusqu'à ce que, à un certain moment, si vous imposez des potentiels de plus en plus importants, eh bien, l'intensité de courant ne bouge plus, elle devient constante. Pourquoi? Eh bien, pour cela, je vais reprendre mon petit schéma de l'électrode et puis des réactifs pour observer ces phénomènes. Donc, si vous êtes ici, c'est-à-dire pour des intensités de courant très élevées, il n'y a plus de problème au niveau du transfert de charge. Donc, le transfert de charge est rapide. Où se situe le problème? Eh bien, si le transfert de charge est rapide, il faut que le réactif soit présent à ce niveau-là. C'est-à-dire, il faut qu'il diffuse. Donc, qui va imposer le rythme? Qui va imposer la vitesse? Eh bien, c'est la diffusion des réactifs. C'est celui qui est le plus lent qui va imposer la vitesse, la cinétique globale de la réaction. Et pour les fortes intensités de courant, le transfert de charge, c'est le plus rapide. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a un palier? Eh bien, ce palier, c'est un palier de diffusion du réactif. C'est un palier de diffusion anodique, c'est vrai, mais qui diffuse? C'est le réactif. Il faut attendre que le réactif arrive par diffusion. Et donc, c'est pour cela que ces intensités de diffusion, elles dépendent de la constante de diffusion du réactif. Donc ça, ce sont des constantes propres à chaque composé chimique, fois la concentration du réactif. Parce qu'il est évident que si nous augmentons la concentration du réactif, la diffusion va se faire un peu plus rapidement. Il en est de même pour la branche cathodique. Vous voyez que j'ai un palier de diffusion qui diffuse ici, c'est le réactif et c'est l'oxydant. Et donc, l'intensité de diffusion cathodique est égale à la constante de diffusion de l'oxydant fois sa concentration. Donc, pour conclure, la cinétique électrochimique dépend de deux phénomènes majeurs. Donc, le transfert de charge, là, vous le voyez au niveau de l'intensité nulle. Est-ce qu'on a une surtension minimale à appliquer? Et le transfert de matière, vous le voyez, lorsqu'on n'a plus de problème avec le transfert de charge, les intensités de courant sont élevées. Et à ce moment-là, qui impose la cinétique globale? Eh bien, c'est la diffusion des réactifs. Alors, regardons si tout est compris. Bien sûr, ça s'appelle les paliers de diffusion, nous sommes d'accord. Je vais prendre donc un autre exemple que nous allons analyser ensemble. Alors regardez, c'est le couple Ag plus Ag.
vous avez la branche anodique, donc Ag s'oxyde en Ag+, la branche cathodique, Ag+, s'oxyde en Ag. Vous remarquez le palier de diffusion cathodique qui est imposé par qui? Par le réactif, donc Ag+. On doit attendre qu'il diffuse. Les électrons doivent attendre qu'il diffuse. Et puis, qu'est-ce que vous observez pour la branche anodique? Vous observez l'absence du palier de diffusion. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de palier de diffusion? Parce que le réactif, c'est l'électrode elle-même. Est-ce que nous devons attendre que Ag diffuse? Non. Ag est l'électrode. Donc, il suffit que les électrons arrivent pour que la réaction se fasse, puisque le réactif est sur site, si je peux oser dire les choses comme ça. D'accord? Alors, prenons quelque chose d'autre. Je vous propose de regarder ce que donne la courbe, les branches anodiques de deux couples différents. Donc, je n'ai pas ici représenté les branches cathodiques pour simplifier. Hein. Je vais m'intéresser juste aux branches anodiques. Alors, vous voyez que pour un couple, j'atteins un palier de diffusion imposé, bien sûr, par la constante de diffusion, la concentration du réducteur. Pour un autre couple, j'ai aussi un palier qui va être imposé par la constante de diffusion de ce réducteur fois sa concentration. Donc, pour ce couple ou pour ce couple, il y a une intensité maximale que je ne peux pas dépasser. Mais si je mélange ces deux couples ensemble, eh bien, qu'est-ce que ça va donner? Voici la courbe intensité potentielle de ces deux couples. Donc, je ne présente que les branches anodiques. Eh bien, c'est additif. Donc, lorsque vous voyez sur les courbes intensité potentielle des vagues, cela correspond aux branches anodiques de couples différents. Le premier couple, le deuxième couple, bien sûr, vous pouvez facilement les identifier grâce à leur potentiel de Nernst. Donc, si pour le couple, normalement OX1, RED1, son potentiel est plus petit que le couple OX2, R2, c'est pour ça que celui-ci, il vient sur la branche à côté. Donc, vous voyez que quand vous mélangez les deux, vous pouvez atteindre des intensités de courant beaucoup plus importantes que pour chacun tout seul. Bien. Passons maintenant au solvant, à l'eau. Vous vous souvenez très bien que pour les diagrammes EPH, nous avons vu le diagramme EPH de l'eau et pour cela, nous avons dû considérer deux couples parce que H2O est un oxydant avec H2 gazeux et H2O est aussi un réducteur avec O2 gazeux. Donc pour les courbes intensité potentielle, nous devons faire la même chose. Nous allons considérer ces deux couples. Mais ce qui va m'intéresser pour ces deux couples, c'est l'eau. C'est-à-dire que je ne tracerai les courbes IE, je ne m'intéresserai qu'aux branches dans lesquelles l'eau est le réactif. Alors, on y va. Donc, nous allons faire nos calculs de potentiel de Nernst pour pH égal à 0. Ça nous simplifie la vie. En plus, ça ne change pas grand-chose si vous changez de pH, sauf, bien sûr, la position des potentiels. Alors, on y va. H2O, quand c'est un oxydant, il se réduit en H2. Donc, la réduction de H2O se fait à la cathode, donc sur la branche cathodique, n'est-ce pas? Et pour cela, je vais donc commencer par positionner mon potentiel de Nernst pour le couple H2O-H2. Alors, vous vous souvenez que c'est moins 0,06 pH, et comme le pH est égal à 0, donc ça va nous donner 0, tout simplement. Alors, comment se présente la branche cathodique? Est-ce que
le couple H2O-H2 est rapide ou bien est-ce qu'il est lent? Eh bien, généralement, il est relativement lent. Donc, il y a une surtension cathodique qu'on vous donne, donc, grâce à laquelle vous pouvez tracer la branche cathodique de la réduction de l'eau sur, bien sûr, l'électrode de platine. Je ne présente pas la branche anodique, elle ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas intéressée par l'oxydation de H2. Moi, je veux tracer ce qui concerne notre solvant. Passons maintenant au deuxième couple. Là, bien sûr, nous avons besoin d'une surtension cathodique minimale. Alors, pour ce deuxième couple, H2O s'oxyde en O2 et donc l'électrode de travail est une anode. Je vous rappelle que le potentiel de Nernst pour le couple O2H2O est de 1,23-0,06 pH, comme le pH égale à 0, donc le potentiel que je vais positionner, c'est 1,23. Et ce couple aussi est un couple lent, donc il faut appliquer une surtension anodique minimale avant de déclencher le transfert de charge. Voilà, donc vous remarquerez qu'il n'y a aucun palier de diffusion, ni pour l'anode, ni pour la cathode. Pourquoi? Parce que le réactif est le solvant, donc il est partout. Il est dans l'interface solide-liquide et donc il n'a pas à diffuser puisqu'il y est déjà. On dit donc que la courbe IE de l'eau se présente sous forme de deux vagues infranchissables sans palier de diffusion. Ou bien on parle aussi de mur de l'eau parce que l'eau, vous le voyez, l'eau est ici. Donc le potentiel compris, comme vous le voyez ici, compris entre la surtension cathodique 1,23 plus la surtension anodique, tout ce domaine-là, donc le domaine de l'eau, c'est le domaine d'électroactivité de l'eau. Que veut dire le domaine d'électroactivité de l'eau? Eh bien, cela veut dire que toute espèce, comme ici, si je présente le couple OX1-RED1 dans l'eau, donc voici la courbe intensité potentielle de ce couple. Vous voyez que la courbe intensité potentielle branche anodique et branche cathodique de ce couple se situe dans le domaine, donc entre ces deux vagues infranchissables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple OX1-RED1 sont des espèces électroactives, c'est-à-dire que dans cette zone, RED1 s'oxyde, mais bien sûr pas H2O. H2O ne s'oxyde pas en O2 dans cette zone. Ici, OX1 se réduit dans l'eau, mais l'eau ne se réduit pas. Alors, par exemple, je m'explique encore plus. Si par exemple j'ai la branche anodique du couple RED2-OX2, oups, excusez-moi, ici c'est OX2, hein, j'ai oublié de corriger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce couple ici est électro-inactif ou bien électro-inerte. RED2 ne s'oxyde pas en OX2. Pourquoi? Parce que c'est H2O qui s'oxyde en O2 et RED2, il ne lui arrive rien du tout, il est électro-inactif. Regardez ce couple ici, OX3, RED3, il est hors des vagues infranchissables de l'eau, donc OX3 est électro-inactif, il ne se réduit pas parce que c'est H2O qui se réduit en H2 dans cette zone. Donc vous avez compris que le seul couple
qui subit une oxydation ou une réduction, c'est le couple 1 parce qu'il est situé dans le domaine, entre les vagues, donc dans le domaine d'électroactivité de l'eau. Bien entendu, on ne va pas laisser une branche, nous allons additionner donc les intensités, hein. Voilà, donc vous avez compris? Donc nous avons ici notre couple OX1 RED 1 et à partir de là, eh bien hop, c'est l'oxydation de l'eau est prise en charge. Donc il faut additionner, vous avez plusieurs espèces et il faut additionner les couples et vous voyez cette vague ou ces murs de l'eau. Donc à chaque fois que vous avez une courbe intensité potentielle d'un couple, il est clair que ce couple est forcément dans l'eau, donc vous verrez toujours les deux fameuses vagues infranchissables de l'eau. Donc du côté de l'oxydation, la vague la plus haute, ça sera forcément celle de l'eau, et du côté de la réduction, la vague, ici la plus basse, c'est forcément celle qui correspond à la réduction de l'eau. Très bien. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses, à savoir que un seul couple ne peut ni faire de l'oxydation ni de la réduction tout seul. Donc, il lui faut face à lui un autre couple. Donc, nous allons maintenant tracer les courbes intensité potentielle de chacun de ces couples et regarder, bien sûr, la réaction entre eux. Alors, considérons que la thermodynamique nous dit que OX2 est plus fort que OX1. Donc, le sens de la réaction spontanée, c'est quoi? C'est OX2 plus RED1 donne OX1 plus RED2. Bien. Si OX2 donne RED1, c'est-à-dire que OX2 va se réduire. Et donc, pour ce couple, je ne dois présenter que la branche cathodique, la branche anodique et non spontanée. Et comme OX2 réagit avec RED1, ça veut dire que RED1 va donner OX1. Dans le sens spontané, RED1 s'oxyde. Donc pour ce couple, je ne vais représenter que la branche anodique. La branche cathodique n'est pas spontanée, je ne la représente pas. Alors, pour l'instant, je vais quand même faire les deux, c'est-à-dire, voilà le sens spontané, donc RED1 va donner OX1 sur électrode métallique. Bien sûr, la branche cathodique, elle devrait être là, mais normalement, on va après l'effacer parce que dans ce sens, c'est le sens inverse de la réaction spontanée. Pour le deuxième couple, bien sûr, OX2 va subir une réduction, donc on va tracer pour lui la branche cathodique. Donc OX2 va se réduire. Ce que je mets en pointillé, donc la branche anodique de ce couple, c'est dans le sens inverse. Donc, vous comprenez pourquoi ces deux branches, nous allons les effacer, d'accord? Parce que, et je ne laisserai que le sens spontané. Donc, RED1 plus OX2, ce sont les deux réactifs, vont donner RED2 et OX1. Alors, question. La thermodynamique nous dit que la réaction va se faire dans ce sens. Mais qu'en est-il de la cinétique? Est-ce que la réaction est cinétiquement observable? Parce que cette réaction peut se faire au bout d'une quarantaine d'années. On ne peut pas dire que là, c'est cinétiquement observable. Alors comment, grâce à ce traçage, je peux savoir que la réaction est relativement rapide? Eh bien, n'oubliez pas qu'il y a un échange électronique entre ces deux couples. C'est-à-dire que l'un va donner des électrons et l'autre va prendre le même nombre d'électrons.
C'est-à-dire que si nous trouvons une intensité anodique égale à une intensité cathodique pour un même potentiel, eh bien, c'est que la réaction a lieu cinétiquement parlant. Je m'explique. Regardez ce que je viens de tracer. Je suis à la recherche d'intensité en valeur absolue égale. Une intensité anodique égale à l'intensité cathodique. Donc, si vous trouvez un potentiel que nous allons appeler un potentiel mixte, pour lequel l'intensité anodique est égale à l'intensité cathodique, voici notre potentiel mixte, eh bien, ça veut dire que la réaction est cinétiquement observable. Avançons un petit peu pour en voir plus, bien sûr. Alors, voyons maintenant l'utilité de ce type de réaction. Je vais regarder l'effet du zinc sur le cuivre. C'est-à-dire que je vais m'intéresser au couple Zn2 plus Zn, dont le potentiel standard est de moins 0,76, et donc son potentiel de Nernst ici aussi, parce que j'ai pris la concentration de Zn2 plus égale à 1 fois molaire. Concernant le cuivre, son potentiel standard, il est de 0,34 et son potentiel aussi de Nernst, c'est égal à 0,34 parce que la concentration que je vais prendre du cuivre est égale à 1 fois molaire. Donc, ce moins 0,06 sur 2 log de 1 sur Cu, donc vous avez compris que ça va nous donner 0 de ce côté-là. Alors, pourquoi j'ai tracé la branche anodique uniquement pour ce couple et cathodique pour ce couple? Eh bien, comme tout à l'heure, pour ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, vous voyez que le potentiel du couple cuivre est plus élevé que le potentiel du couple zinc, donc Cu de plus est un oxydant plus fort que Zn de plus, donc c'est lui qui va imposer le sens. Donc le sens spontané, c'est Cu de plus zinc donne Cu plus Zn de plus. Alors nous sommes d'accord que dans ce cas aussi, la réaction n'est possible que dans le cas de la présence d'un potentiel mixte, et le potentiel mixte, nous pouvons le trouver sans aucun problème, le voilà, pour lequel I anodique égale à I cathodique. Et donc, la réaction qu'on avait dit thermodynamiquement possible est aussi cinétiquement observable. Mais elle est intéressante, cette réaction, parce que cette réaction s'appelle cémentation du cuivre. Qu'est-ce que la cémentation? Eh bien, lorsqu'on extrait le cuivre d'un minerai, et le minerai du cuivre est sous forme ionique, c'est-à-dire ce sont des cristaux ioniques. Donc dans le solide, dans le minerai, le cuivre est sous forme Cu2+, dans un cristal ionique, donc ça peut être des oxydes de cuivre, etc. Donc vous savez très bien que le cuivre a une valeur marchande beaucoup plus élevée que le zinc. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sacrifier ce zinc, donc le faire réagir de manière électrochimique pour en extraire un métal beaucoup plus noble que lui. Donc, la cémentation, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque on réduit un cation métallique, en utilisant un autre métal pour extraire, bien sûr, le métal noble que nous cherchons bien sûr à avoir pour sa valeur marchande. Cela s'appelle cémentation, donc ce n'est pas de la cimentation s'il vous plaît, c'est de la cémentation. Donc voilà l'une des utilisations de l'électrochimie.
Voyons autre chose. Si nous regardons l'action des acides sur les métaux, c'est-à-dire de l'eau, mais vraiment à un pH extrêmement faible, on va dire un pH 0 par exemple. Regardons le magnésium. Alors, la thermodynamique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le magnésium est attaqué par l'acide et la réaction est spontanée puisque son delta G est inférieur à 0. Très bien. Alors, juste une petite remarque ici. J'ai bien dit que l'attaque du métal, donc décapé, par un acide à anion non oxydant, c'est-à-dire les H+, d'où je les ramène. Je les ramène d'HCl, d'H2SO4. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est à anion non oxydant? C'est-à-dire que l'anion, SO4 2 fois moins ou Cl moins, ne vont pas s'oxyder. Donc, le couple qu'ils font va être en dehors des murs de l'eau. Donc, ce sont des éléments électro-inertes. Donc, les seuls qui vont jouer le rôle d'oxydant, c'est le seul, ça va être H+, et non pas ni SO4-, ni Cl-. Alors, cette réaction est spontanée thermodynamiquement, mais est-ce qu'elle est cinétiquement observable? Eh bien, comme d'habitude, je vais tracer, voilà, l'oxydation de Mg, donc juste sa partie anodique, l'électrode et du magnésium, puisque le magnésium est un métal. Voici son potentiel de Nernst. Et maintenant, je vais mettre le couple, donc la réduction de H+ en H2. Et vous savez que son potentiel de Nernst est égal à 0. Donc la question, c'est, le couple est là, nous le savons, mais quelle est la surtension minimale à mettre pour ce couple sur électrode de magnésium? Donc voici sa surtension. On vous la donne normalement, et voilà ce que ça vous donne. Est-ce qu'on peut trouver un potentiel mixte? Bien sûr, le potentiel, il est là. Et donc, effectivement, l'attaque du magnésium est tout à fait observable cinétiquement. Si je prends un autre métal, le plomb, et que je fasse exactement la même chose. Alors, la thermodynamique nous dit que l'attaque du plomb se fait, effectivement. D'ailleurs, la constante standard de cette réaction est extrêmement élevée. Je vais mettre la partie anodique, donc le plomb qui s'oxyde. Voici le potentiel de Nernst du plomb. Et je vais maintenant mettre la branche cathodique avec la surtension, voilà, nécessaire qui vous est donnée. On vous donne la surtension du couple H+H2 sur électrode de plomb. Pourquoi cette surtension est plus élevée que pour le magnésium? C'est ce qu'on avait dit dès le départ. Les courbes intensité potentielle dépendent de la nature de l'électrode, et c'est ce que je viens de vous montrer. Et c'est pour ça qu'on explique pourquoi le plomb n'est pas facilement attaquable par un milieu acide. Nous parlons ici d'un blocage cinétique parce que vous ne pouvez pas trouver de potentiel mixte pour lequel I anodique égale à I cathodique. Donc vous voyez que le couple de l'eau n'a pas la même surtension cathodique minimale sur électrode de plomb ou bien sur une électrode de magnésium. Et donc c'est le transfert de charge qui a bloqué cinétiquement cette réaction. Je vais maintenant reprendre notre zinc du cours EPH et regarder bien sûr ce que va nous donner la cinétique d'attaque, donc APH acide. Donc rappelez-vous, dans le diagramme EPH, en milieu acide, on avait dit que le zinc réagissait avec l'eau, donc H+, pour donner Zn2+, et l'eau donnait H2. Alors,
Est-ce que c'est cinétiquement observable? Donc, nous allons faire la même chose. Bien sûr, avec le diagramme EPH, nous l'avons vu, et vous avez même sa constante. Hein, elle est très élevée, delta G standard est négatif, donc la réaction est spontanée, ça on le sait. Donc, on va juste tracer la branche, bien sûr, anodique du zinc, puisque le zinc va s'oxyder. Et nous allons regarder H+, qui va donner H2 sur électrode de zinc. Et là, je vais considérer 3 cas. Alors, on vous dit que l'attaque a lieu, effectivement, et nous observons un dégagement de H2 qui va dépendre de l'état du métal de l'électrode. Si l'électrode est du zinc impur, c'est-à-dire avec quelques impuretés, qu'on peut éliminer. Vous vous souvenez dans le diagramme liquide-solide, la méthode de la zone fondue. C'est une méthode qu'on utilise pour purifier. Nous l'avions vu pour le soufre, ça peut tout à fait se faire pour le zinc. Mais là, nous avons du zinc impur, quelques impuretés. L'expérience, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'expérience vous dit que le dégagement d'hydrogène est abondant, c'est-à-dire qu'il est important, et vous devez le montrer sur votre courbe IE. C'est-à-dire que vous allez faire une petite surtension et vous allez montrer que I anodique, qui est égal à I cathodique, est relativement important. On nous dit que cette réaction, si elle se fait sur du zinc amalgamé, c'est-à-dire du zinc, un alliage avec le mercure, eh bien, on n'observe pas de dégagement d'hydrogène. On n'observe pas de dégagement d'hydrogène. Comment est-ce qu'on peut représenter ça? Eh bien, vous le voyez ici. Nous allons appliquer une surtension importante, d'accord, pour le couple H plus H2 dans sa branche cathodique sur zinc amalgamé. Donc la surtension est tellement importante que bien sûr nous avons un blocage cinétique. Nous ne pouvons pas déterminer ce potentiel mixte. Et qu'est-ce qu'on a pour le zinc pur? Eh bien pour le zinc pur, on nous dit qu'on a un dégagement d'hydrogène, mais il est très faible. Donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous appliquez une surtension un peu plus importante que pour zinc impur, de telle façon à avoir potentiel mixte parce qu'on a un dégagement d'hydrogène, mais l'intensité anodique, qui est égale à l'intensité cathodique, est beaucoup plus faible que pour le cas du zinc impur. Donc, vous voyez que la cinétique de la réaction peut être bloquée, peut être forte, peut être faible, cela dépend de la qualité de votre électrode. Vous remarquerez que pour le zinc, hein, eh bien, ça ne change rien du tout. Parce que, bien sûr, si vous tracez le couple Zn, Zn2+, avec H+, H2O sur Zn amalgamé, là aussi, ça doit être du Zn amalgamé. Mais je vais considérer que pour la branche anodique, que le zinc soit amalgamé impur ou pur, l'oxydation est rapide. D'accord? Donc, ce qui ralentit la réaction, c'est la réduction de H+ sur les différentes électrodes. Bien, alors nous allons finir ce cours avec les piles, et plus précisément la pile Daniel, donc là où il y a des réactions spontanées, puisqu'on vient de le voir, entre ces deux-là, bien sûr, la réaction est même cinétiquement observable. Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que on peut lire à partir des courbes IE la tension donc entre ces deux électrodes, donc la différence de potentiel entre ces deux électrodes? Bien sûr. Pour commencer, si le circuit est ouvert, c'est-à-dire
qu'une intensité nulle parcourt ce circuit. Est-ce qu'on lit une tension? Bien sûr que oui. Cette tension, d'ailleurs, va s'appeler la force électromotrice à vide, puisque I égale à 0, et vous pouvez la lire, elle est là pour I égale à 0. Elle est égale à 0,34 moins 0,76. C'est 1,1 volt. Bien entendu, cette réaction est spontanée, sa cinétique est relativement élevée, donc on va voir assez rapidement de l'intensité de courant qui va circuler. Donc quand l'intensité de courant augmente, bien sûr, on va voir une variation dans cette différence de potentiel, dans la force électromotrice. Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut lire cette différence de potentiel ou cette force électromotrice à partir de la courbe? Oui, si je connais I, donc par exemple, je vais mettre I ici. Donc, je vais lire le potentiel redox de l'anode. Et ce même I, mais en mode négatif, je vais pouvoir lire le potentiel redox de la cathode. Et donc, la différence de potentiel entre les deux, elle est là. C'est delta E que je peux tout à fait lire. Et vous avez remarqué que cette différence de potentiel est plus petite que la différence de potentiel pour I égale à 0. Donc ma force électromotrice quand la pile débite, elle est plus faible que la force électromotrice à vide. Est-ce que cette force électromotrice est celle que je lis ici? Est-ce que mon voltmètre va me donner delta E? Non, pas exactement. En fait, votre voltmètre, qu'est-ce qu'il va vous donner? Eh bien, il va vous donner une valeur plus petite que delta E. Pourquoi? Eh bien, parce que, bien entendu, lorsque le courant circule à travers ces électrodes, eh bien, nous allons observer une chute ohmique ou une perte par effet Joule. Donc, ces métaux vont chauffer. Ce sont les fameuses pertes par effet Joule, eh bien, qui ne peuvent pas être lues, qui sont pris en compte dans votre différence de potentiel ici par votre voltmètre, mais qui ne peuvent pas être pris en compte dans les courbes intensité potentielle. Donc, la tension au niveau entre les deux électrodes, elle est égale à quoi? Elle est égale à delta E qui comprend le terme thermodynamique, moins le terme cinétique, puisque entre E et E équilibre, il y a la surtension cathodique de ce côté-ci, et entre E équilibre et E, il y a la surtension anodique de ce côté-là. Ce sont les termes cinétiques, moins un terme qui est dû à l'effet Joule. Voilà, j'espère avoir été claire. En tout cas, si ce n'est pas le cas, j'attends vos réactions. Comme ça me permettra d'améliorer ces vidéos. Au revoir.